Bonjour à tous, Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien, je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle thématique pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va donc aborder le sujet de la maternité, du congé maternité et des difficultés qui y sont liées, bien évidemment. Alors, pourquoi ce thème? Parce que j'ai collecté différents témoignages en ce sens. Alors, je dis pas que c'est une majorité des cas, ça serait pas juste, mais ce sont quand même des situations qui existent et qui sont relativement récurrentes. Pour être très franche avec vous, moi je l'ai vécu également il y a très longtemps, il y a 30 ans en arrière, mais c'est toujours d'actualité en 2023. Donc, je voulais aborder ce thème-là avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Ce sont des jeunes femmes donc qui déclarent leur grossesse à leur employeur. Alors, les phases peuvent être différentes. Ça peut être dès la déclaration, ça peut être entre le moment de la déclaration et le moment de l'arrêt du congé maternité ou de l'arrêt maladie, ou ça peut être au retour. Euh, mais grosso modo, quel que soit le moment auquel ça arrive, les faits sont relativement identiques. C'est-à-dire que pour une employée, une salariée, pour qui tout se passe relativement bien, qui fait son travail correctement, qui n'a jamais eu de reproches quelconques sur son travail, ni sur son comportement, ni voilà, avec qui ça se passe bien avec ses collègues, etc. Tout d'un coup, y a des reproches qui vont commencer à lui être faits, un petit peu, puis de plus en plus, et puis parfois un flot de reproches, inarrêtable. Il y a un changement d'attitude vis-à-vis d'elle, donc soit de la part du responsable du directeur directement en fonction de la taille de l'entreprise. Donc un changement d'attitude, j'ai envie de dire presque radical parfois. C'est rarement comme ça, étalé sur le temps, c'est souvent assez brutal comme changement. Donc il peut y avoir donc des reproches, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais des réflexions qui vont être complètement inappropriées, qui sortent pardon, du cadre du travail. Une parole un verbe qui va être de plus en plus dur en fait, hein, dur à entendre, dur à vivre émotionnellement parlant. Euh, des tâches, un certain nombre de tâches qui vont diminuer ou même carrément disparaître au profit de tâches subalternes qui n'ont pas de rapport direct avec le poste ou avec les habitudes de travail, etc. Donc vraiment un changement notable au niveau du poste de travail lui-même. Euh, Jusqu'à même aller une mise au placard totale, hein, complète, c'est-à-dire plus de tâches du tout. Et puis un isolement en fait complet. Et puis ça peut être aussi donc une interdiction d'avoir des échanges avec des clients, avec des fournisseurs, etc. Une interdiction de porter la parole, ne serait-ce qu'une parole professionnelle, hein, bien sûr, certainement dans la peur que ces pratiques soient un petit peu dévoilées. Et puis aussi pour arrêter le flux du travail pour cette salariée. Et alors, le summum de tout ça, on voit aussi régulièrement, carrément, une interdiction faite aux collègues de la salariée, donc qui n'ont plus le droit de lui parler, en fait, de lui adresser la parole, d'échanger avec elle, même si c'est personnel. Voilà, il y a même des situations où on demande aux collègues de ne même plus avoir de contact avec cette personne à l'extérieur de l'entreprise, pour vous dire jusqu'où ça peut aller, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, ça devient une sorte de vase clos, d'isolement total, et puis euh,
oui, voilà, je pense à une personne que j'avais rencontrée, Laura, et qui me disait comme ça, elle me disait mais j'ai eu l'impression qu'en fait j'avais fait un braquage, que j'avais détourné les fonds de l'entreprise, que j'avais fait un truc tellement énorme et tellement grave que tout était mis en place pour que je ne touche plus à rien, que je ne parle plus à personne, que personne ne parle, etc. etc. Or, c'était pas le cas. En fait, sa seule, sa seule action était d'avoir donné la vie, tout simplement. Donc là, c'est quelque chose de très compliqué à vivre, bien évidemment. Alors, l'objectif de tout ça, c'est quoi? Ça semble clair, hein, c'est de démotiver la salariée qui donc va bientôt partir en congé ou qui revient de congé, la démotiver et la pousser à quitter l'entreprise, en fait. Donc, la pousser à la quitter l'entreprise, de préférence via une démission, hein, puisque c'est plus intéressant pour l'entreprise, puisqu'elle n'a pas le droit de licencier une femme enceinte ou une femme qui revient, enfin la femme qui a eu son congé maternité doit pouvoir reprendre son poste, enfin du moins dans les lois en France. Et si la salariée résiste, patiente, en se disant bon, peut-être que ça va changer, etc., etc., ou s'il y a une vraie résistance active ou passive de sa part, alors c'est la rupture conventionnelle qui est proposée. Voilà, vaut mieux que ça s'arrête. Et généralement, c'est ce qu'elle va accepter, c'est que vaut mieux que ça s'arrête plutôt que de vivre ce genre de choses. De toute façon, les deux parties savent très bien que ça sera plus possible de revenir en arrière et de retravailler ensemble, de collaborer sur des sujets, sur des thématiques, sur des dossiers, sur des projets, etc. Donc, on arrive à ce moment-là à un point de non-retour. Donc, clairement, les lois, je parle toujours pour la France, après, dans l'espace francophone, il y a aussi des choses hein, qui parfois protègent plus que les lois françaises, parfois moins. Donc, en fonction de son pays, à voir. Mais les lois qui protègent la maternité, le congé maternité, donc la salariée, qui va avoir ou qui a eu un enfant sont purement et simplement contournés, en fait, tout simplement. Donc, il y a trois cas de figure après, quand on en arrive là. C'est-à-dire que la nouvelle maman ça peut l'arranger, en fait. Hein, quelque part, c'est ce qu'elle voulait, puisque voilà, elle vient d'avoir son bébé, elle a envie de rester avec son bébé, ou alors elle a envie de changer de boulot, etc. Donc du coup, ça l'arrange. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Autre cas de figure, c'était pas dans ses projets du tout au départ, mais il y a une partie d'elle qui, en fait, demandait ça, en fait. Quelque chose qui s'est mis en route pendant la grossesse ou à la naissance du bébé, et puis qui est un petit peu latent comme ça, sans prendre le dessus, ni oser prendre une décision radicale, mais quelque chose en soi qui est tout à fait compréhensible et louable, qui dit, bah ouais, bah, c'est vrai que mon bébé est tout petit, j'ai pas envie de le laisser, je voudrais rester avec lui un moment, je voudrais pouvoir lui donner voilà, tout ce dont il a besoin, être présente, le voir grandir, pouvoir, voilà, plutôt que de le laisser à quelqu'un. Donc, sur ces deux cas de figure-là, au final, on se dit, bah, ok, finalement, c'est quasi un cadeau de l'univers. Enfin, c'est même pas quasi, c'est un cadeau de l'univers. Les choses, alors, c'est peut-être pas très agréable, mais les choses se sont mises en place de façon à ce que, euh, voilà, la salariée puisse être libérée de ce contrat sans avoir à démissionner. Donc, voilà, il y a une période un petit peu floue comme ça, mais ça permet de partir et puis de pouvoir faire ce qu'on a à faire ou ce qu'on désirait faire au plus profond de soi-même. Donc, deux cas où effectivement, il y a pas vraiment de difficulté à vivre la situation. Mais ça peut être également très mal vécu.
Voilà, on m'a rapporté des cas enfin des femmes m'ont rapporté leur situation, elles m'ont rapporté qu'elles étaient, enfin qu'il y avait un immense sentiment de frustration, vraiment, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant qu'employée, salariée d'une entreprise à qui on a donné quand même de son temps, de son énergie, etc., de ses compétences, etc. Et là, il y a une énorme frustration à la fois professionnelle et personnelle. Il y a aussi beaucoup de dévalorisation, un sentiment de ne plus servir à rien, de ne plus être bonne à rien, de n'être même plus rien. J'ai entendu ça, j'ai l'impression de n'être plus rien. Donc vraiment, cette chose-là qui nous sépare et qui fait que bah, du coup, on a l'impression de plus exister. Après, il y a aussi les problèmes financiers qui se mettent en jeu, bien évidemment. Il y a une perte financière et une perte d'avantages salariales, sociaux qui va avec, bien évidemment. Si cette rupture de contrat n'est pas quelque chose de souhaité, n'est pas quelque chose de voulu, alors bah, du coup, c'est pas préparé non plus, etc. Ça peut mettre la salariée dans une situation très difficile financièrement. D'autant plus si la salariée n'a pas un conjoint ou une conjointe à côté, pardon, qui peut, pallier financièrement un moment, ce moment entre deux emplois. Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre, mais aussi extrêmement anxiogène. Et puis tout ça, bah, ça amène bien évidemment à de la colère, hein, ça on va pas se le cacher, de la colère et de l'écœurement en fait. J'entends souvent ce mot, je suis écœurée, voilà, vis-à-vis des pratiques qui sont faites, qui sont utilisées en entreprise, vis-à-vis de l'employeur lui-même, voire même de certains collègues qui sont entrés dans le jeu de l'employeur, mais aussi de l'écœurement vis-à-vis de l'entreprise en général, et puis par extension vis-à-vis de la société et parfois même jusqu'à aller vis-à-vis des hommes en général. Euh, alors, bien sûr que c'est quelque chose d'extrême, mais c'est le sentiment, la perception, ce que vit intérieurement à ce moment-là, pendant ce moment de cette période, soit de mise à l'écart, soit de rupture de contrat, ce que peut vivre une salariée à ce moment-là. Et puis bien sûr, évidemment, beaucoup de tristesse. Il y a alors pour tout ce qu'on vient de dire, mais aussi parce qu'il y a une dichotomie interne, un paradoxe interne où d'un côté, on est plein d'amour avec ce bébé, avec cette naissance. Voilà, il y a énormément d'amour qui se met en place, voilà, qui sort du cœur, et qu'on reçoit. Et puis de l'autre côté, c'est de la malveillance, c'est des coups bas, etc., etc. Donc déjà, on sait que bon, le bébé est une éponge émotionnelle, on sait très bien qu'il va ressentir tout ça et que donc son arrivée déjà va être un petit peu euh, ternie, entre guillemets, parce que la maman vit quelque chose de compliqué. Et puis c'est d'autant plus dur pour la maman de laisser son enfant le matin pour aller travailler, donc le laisser à quelqu'un d'autre, à une nourrice, à un parent, enfin voilà, pour aller vivre une journée où il va falloir qu'elle lutte, ou qu'elle combatte, ou que voilà, où on va la déshumaniser, etc. C'est quelque chose de très très violent à vivre dans ces moments-là. Alors, bien évidemment, si j'aborde ce sujet-là, c'est parce que derrière, il se passe des choses, évidemment. Alors, première chose, on va rester sur l'expérience 3D, la matière, c'est-à-dire on peut en tout cas faire appel à la justice des hommes, la justice humaine. C'est-à-dire, non pas pour se faire passer pour une victime, voilà, être dans la victimisation exagérée, etc., ni être dans la vengeance, il m'a fait ci, alors œil pour œil, dent pour dent, je vais lui rendre les coups, etc. Pas du tout. Mais pour lever le voile, pour mettre en lumière des pratiques
qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas légales et qui sont surtout extrêmement déshumanisantes. Et donc là, ça va être quelque chose qui va être pour soi, en fait, qui va nous permettre, en tant que salarié bafoué quelque part, hein, à la naissance de son bébé, de reprendre confiance en soi et puis de faire en sorte, par solidarité aussi avec les autres femmes, de faire en sorte que sa propre expérience, si possible, serve aux autres. C'est-à-dire que si moi, je vis ça, que je ferme les yeux, je ferme les oreilles, etc., je fais l'autruche, et ben à côté de ça, il y en a certainement 5, 10, 50 autres femmes qui vont vivre la même chose. Donc, si je lève le voile sur la pratique, si je mets en lumière ce qu'il se passe, ça va aider à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de femmes qui vont vivre ça. Ça, puis bon, c'est aussi bon pour les enfants, c'est bon pour la société de remettre l'humain au centre des activités professionnelles, au centre de l'entreprise. Ça, c'est côté matière. Donc, à vous de voir si vous êtes... alors, vous avez le temps, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout de suite à ce moment-là, parce qu'effectivement, vous êtes dans dans une situation de fragilité et de... voilà. Mais vous pouvez le faire un petit peu plus tard, une fois que vous avez repris voilà, votre puissance, votre force intérieure, où vous vous sentez capable de faire et de saisir, donc pour ce qui est de la France, le Conseil des prud'hommes. Voilà, ça, donc à vous de voir si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou pas. Mais en dehors de ça, une fois qu'on a dit ça, ça ne change pas tellement le schmilblick. Pourquoi? Parce que en fait, ces pratiques, heureusement, pas si courantes que ça non plus, euh, font appel à quoi? En fait, elles vont mettre le doigt sur quoi? Sur de l'exclusion. C'est bien ça qu'il se passe. C'est-à-dire que tu as un enfant, donc moi, comme j'ai le pouvoir sur toi, je vais t'exclure, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas envie de voir dans mon entourage, dans ma sphère, voilà, dans mon clan, dans mon entreprise, je vais t'exclure de ce clan, je vais t'exclure du groupe, en fait, c'est vraiment ça, c'est le rejet. Et donc, l'exclusion, le rejet, si vous allez vous renseigner un petit peu sur les pratiques, ça date de l'homme des cavernes, en gros, hein. C'est la punition suprême pour un être humain. Pour les animaux aussi, d'ailleurs. Mais il y en a qui, voilà, qui arrivent à faire autrement. Mais l'exclusion dans nos gènes, en fait, hein, dans ce qu'on porte de l'homo sapiens et puis des autres avant, c'est ça. L'exclusion, bah, c'est la mort, tout simplement. Parce que en étant exclu du groupe, on avait presque quasiment aucune chance de survivre. C'est le groupe qui faisait que on pouvait vivre et survivre. Donc, on porte encore tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est très fort, en fait, en soi. Et ce phénomène d'exclusion, à ce moment-là même où on vient de donner la vie, l'autre en face nous renvoie, bah, tu viens de donner la vie, alors du coup, moi, je te donne la mort. Voyez le parallèle, le paradoxe. Alors, là, il y a quelque chose effectivement sur aussi l'acceptation, peut-être qu'on pourra y revenir dans une autre vidéo, sur l'acceptation de ce qu'est la vie, puisque elle comprend effectivement la mort, donc c'est peut-être effectivement une occasion difficile à vivre, mais une occasion de lier les deux et d'intégrer l'impermanence de la vie, mais ça on y reviendra peut-être à un autre moment. Mais là, ce dont je voulais vous parler, c'est vraiment du phénomène de l'exclusion et du rejet, et par conséquent de la blessure de rejet. Donc on entend souvent parler des blessures de l'âme, hein.
Euh, et en fait, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette blessure? Alors, on en porte tous, hein. Donc il y a différentes blessures. Je vous laisse aller vous renseigner sur tout ça. Il y a de la littérature partout et sur Internet, dans les bouquins, etc. On en distingue 5, 6, 7 selon les personnes. Mais la blessure, d'où elle vient? C'est surtout ça qui est intéressant de savoir. C'est-à-dire que, en fait, votre employeur, à ce moment-là, il n'est pas en train de provoquer une blessure chez vous. Il est en train de réactiver une blessure en vous, ce qui est complètement différent. Pourquoi? Parce que la blessure, c'est une blessure, comme on l'appelle, la blessure de l'âme. Ça porte bien son nom. C'est-à-dire que c'est l'âme qui porte cette blessure. C'est pas vous en tant qu'individu. Alors, bien évidemment, vous la portez également, puisque là, sur cette incarnation-là, c'est visiblement ça que vous avez à travailler, mais c'est la blessure de l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'âme qui vient s'incarner sur Terre euh, va porter un certain nombre de choses, des missions, des choses à faire, enfin à être, etc. Et parmi ça, ces blessures. Pourquoi ces blessures? Alors on dit souvent que ça vient des anciennes vies ou des vies parallèles, etc. Où on aurait vécu des choses compliquées qui font qu'on porte cette blessure et qu'on vient dans cette incarnation-ci la guérir. Peut-être. Après, il n'y a pas de vérité vraie. C'est une possibilité, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, qui me semble être tout aussi intéressante, c'est que en fait, c'est pas quelque chose qui se serait mis en place par des expériences passées, y compris dans d'autres vies, mais c'est vraiment quelque chose qui tient de notre essence originelle, de notre énergie originelle. C'est-à-dire que mon énergie originelle, ma présence divine, dans son rayonnement, dans son énergie, dans son essence, euh, porte cette blessure. On appelle blessure parce que nous sommes des humains et que ça nous fait mal. C'est pour ça qu'on l'appelle blessure. Mais en fait, ce n'est pas une blessure, c'est une caractéristique. C'est-à-dire que si je porte cette blessure de rejet, ça tient de ma caractéristique. Vous voyez la différence? Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai à guérir, en fait. Parce que j'aurais beau essayer tout ce que je veux, je ne vais pas la guérir, puisque ça fait partie de moi, en fait. Ça fait partie de mon essence. Par contre, si j'en prends conscience, je vais pouvoir travailler avec, vivre avec, l'utiliser, m'appuyer dessus, la reconnaître, etc., etc. Vous voyez la différence? Si je porte cette énergie de rejet, mon but, mon objectif en tant que conscience, ça va être de la travailler, bien évidemment. Mon but, ça va être d'aller atteindre un certain degré de sagesse. Si je porte, alors là on parle du rejet, mais c'est valable pour je vais continuer à appeler blessures pour qu'on s'entende sur ce que je dis. Mais si je porte cette blessure, en fait, elle va être mon socle de travail, elle va être mon support. Et elle reviendra régulièrement. Elle reviendra régulièrement pour que j'aille voir un certain nombre de choses, pour que j'aille régler un certain nombre de choses. Et en fait, c'est pour ça que souvent on se dit oui, mais enfin, certaines personnes, un certain nombre de personnes d'ailleurs, disent oui, mais bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai d'abord fait du développement personnel, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'ai cheminé spirituellement, j'ai travaillé sur ci, j'ai travaillé sur ça, avec tel et tel outil. Et ça revient encore. Ben oui, ça revient encore. Parce que ça m'appartient, en fait. Donc pourquoi je vais
déployer toute mon énergie à essayer de la gommer, sachant qu'en fait, je ne peux pas la gommer. Si j'ai les yeux bleus, ben mes yeux, ils sont bleus. J'aurais beau vouloir faire tout ce que je veux, mes yeux seront toujours bleus. Je peux mettre des lentilles, je peux fermer les yeux, je peux mettre des lunettes, je peux me maquiller, machin, etc. Mes yeux seront toujours bleus, quoi qu'il arrive, même si je les cache. Vous voyez? Ben là, c'est pareil, en fait. Ça fait partie de moi. Et c'est là, vous voyez, comme un talon d'Achille, quelque part. C'est ma faille, en fait. Ça fait partie de mon énergie, de mon rayonnement. Donc, pour ceux qui connaissent la rayonnance sacrée, c'est vraiment, c'est rattaché à un rayon bien particulier. Et si mon énergie est de tel rayon, de tel rayonnement, eh bien, je porte cette caractéristique. Donc moi, ici, dans mon expérience terrestre, mon objectif, ça ne va pas être de guérir ça, mais de prendre conscience que à chaque fois que je vais me sentir dans ma blessure, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai été happée par cette porte-là, eh ben, ça me montre un endroit où je dois travailler, en fait, tout simplement. Donc c'est énorme en même temps et puis c'est tellement simple parce que une fois qu'on le sait et qu'on arrête de vouloir guérir et se dire mais en fait je suis pas malade tout simplement je suis je suis je suis avec et telle caractéristique. Je porte telle et telle énergie. J'ai pas à aller changer tout ça. De toute façon, j'ai pas le pouvoir de le faire, déjà pour commencer. Mais quand bien même, je suis telle que je suis. Mon objectif, c'est de m'aimer telle que je suis. C'est pas d'aller gommer les parties qui m'embêtent, en fait. Voyez? Donc, en fait, pour en revenir à notre sujet, cette situation de licenciement déguisé, au moment même où je donne naissance à un enfant, euh, me fait mettre le doigt sur l'endroit où je dois aller travailler sur moi. Et plus je vais être impactée par cette situation, plus ça veut dire que ça va être ma blessure principale. Parce que bon, avec toutes les blessures qu'on a identifiées, euh, on les porte plus ou moins en fait. On les porte quasiment toutes, mais il y en a qui vont être plus fortes que d'autres en fait. Donc on a une ou deux blessures principales, une ou deux failles principales, une ou deux caractéristiques principales, et c'est là qu'il va falloir sans arrêt que j'aille travailler. Et quand on dit que l'âme de l'enfant avant de s'incarner va aller choisir ses parents, c'est pas choisir dans le sens ah bah tiens un tel il me plaît bien, je vais aller le voir, etc. Je vais faire une expérience avec eux, pas du tout. C'est-à-dire que là, ces êtres-là portent cette même caractéristique ou la caractéristique inverse en fonction des expériences qu'on a à vivre. Et énergétiquement, je vais être attirée par des personnes qui vont porter la même énergie ou l'énergie totalement inverse pour me permettre de faire une expérience intéressante, instructive, évolutive sur la Terre. Donc, vous voyez où je veux en venir. Une fois qu'on a identifié sa blessure, donc dans cette situation, l'exclusion, le rejet, eh bien on va pouvoir aller travailler intérieurement. Donc, on va aller travailler sur ces mémoires de rejet pour éviter que ce soit souffrant, en fait, parce que ma caractéristique n'est pas obligatoirement une souffrance. Donc là, vous pouvez aller travailler. Donc, ce qui marche très bien, ça va être la visualisation en méditation, en sophrologie, voilà. Vous pouvez travailler en Reiki, avec des symboles Reiki, avec des cristaux. Vous pouvez travailler avec Ho'oponopono sur les mémoires actuelles et anciennes.
Vous pouvez bien évidemment, là on est en plein dedans, travailler avec la rayonnance sacrée, si vous la pratiquez, voilà, allez chercher ce rayon et travailler avec, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et, euh, et puis après recharger en lumière. Mais voilà, donc, et on va aller travailler sur les mémoires de j'ai été exclu, mais aussi j'ai exclu les autres et je me suis exclu moi-même. Voyez, j'ai été rejeté par un groupe, par une personne, etc. En l'occurrence, là, c'est l'employeur, donc qui vient réactiver cette caractéristique. Mais à d'autres moments, c'est moi qui exclus un groupe, une population, une personne, etc. Et puis, à d'autres moments, je me suis exclue moi-même. Je me suis exclue d'un groupe, je me suis exclue d'une relation, ou je me suis exclue de moi-même, c'est-à-dire que j'ai rejeté des parts de moi. À quel endroit j'ai rejeté des parts de moi? Et peut-être bien, j'ai rejeté ma blessure carrément. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur quelque chose, typiquement une situation professionnelle qui peut être douloureuse, mais qui est aussi un cadeau de la vie, car elle vient nous montrer là où on doit aller, là où la vie nous emmène, là où la vie, la mort n'a plus comment dire, ce n'est plus le sang, ce n'est plus la séparation, mais quelque chose qui vient et qui revient, non pas parce que j'étais méchant, non pas parce que j'ai vécu des choses trop douloureuses, etc., etc. Non, jusqu'à temps que je prenne conscience que c'est une de mes caractéristiques, que je porte ça dans mon énergie et que je le porterai, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam. Mais c'est ma façon de vivre ça qui va faire que ça va être souffrant ou non souffrant. Alors évidemment, à chaque fois que je suis happée à travers cette blessure-là, ou par le prisme plutôt, ça peut-être plus juste de le dire comme ça, par le prisme de cette blessure, eh bien à chaque fois, ça va me mettre à terre. Je vais tomber, c'est clair, c'est net et c'est précis. Parce que c'est ma faille. Tout simplement. Parce que c'est tellement énorme à l'intérieur de moi que je ne peux qu'être à terre. Alors que quelqu'un d'autre qui ne porte pas cette énergie, qui ne porte pas cette blessure, ou très peu, ou qui ne porte pas cette caractéristique, va vivre le truc, voilà, un petit peu bousculé mais sans plus, ou alors même ça va carrément lui passer au-dessus. Donc vous voyez bien que c'est vraiment la façon dont je le vis qui fait que ça va être souffrant ou pas souffrant. Donc là, voilà, je nettoie, je travaille effectivement sur les mémoires, mais non pas pour gommer la blessure, non pas pour guérir de ma blessure, mais pour enlever toutes les souffrances qui sont rattachées à cette blessure, pour aller nettoyer tout ce que j'ai créé comme souffrance, comme douleur autour de cette blessure parce que jusqu'alors, je n'avais pas pris conscience que c'était pas ma blessure qui me faisait souffrir, mais c'est parce que je n'avais pas pris conscience que ma blessure m'appartenait, qu'elle faisait partie de moi et que je ne pouvais pas m'en séparer, que ce n'est pas une maladie, que je n'ai pas à la guérir et que voilà, je ne le savais pas. Donc, pensant, voulant, alors au départ, en étant complètement ignorant, voilà, on se fait happer, on tombe, etc., on souffre. Et puis après, une fois que on commence à connaître un petit peu comment dire, le concept des blessures de l'âme, on se dit, ah bah vite, 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 il faut que je la guérisse. Et bien là, vous en êtes à une troisième étape. Vous n'avez plus à guérir votre blessure. Vous n'avez jamais eu d'ailleurs à guérir cette blessure. Vous devez en prendre conscience, la regarder, lui tendre les bras, tout simplement, l'accueillir telle qu'elle est, c'est-à-dire c'est une énergie, c'est une porte dans votre énergie qui vient là pour vous, enfin qui est là en vous et qui vous aide sur votre chemin.
qui vous aide si vous souhaitez qu'elle vous aide. Sinon, ben, vous vous faites happer, happer, happer et vous tombez. Alors, quand on a pris conscience et qu'on travaille là-dessus, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être happé. On sera happé tout le temps, puisqu'on porte la blessure. Mais on sera happé différemment. On sera happé déjà moins souvent. Et puis, surtout, on va remonter beaucoup plus rapidement. Quand on sait qu'effectivement, ah bah tiens, là, je vis une situation qui me bouscule, bling, je prends conscience que, ah bah oui, mais là, j'ai été happé dans ma faille. Ok, je vis les émotions que j'ai à vivre, hein, j'ai pas à les gommer non plus. Je vis les émotions que j'ai à vivre, et puis bling, je remonte. Je remonte parce que ma blessure, elle est là. Voilà, enfin ma faille est là, ma caractéristique est là, mais c'est pas elle qui me tient en bas. C'est tout ce que j'ai créé mentalement autour du concept de la blessure qui m'empêchait de remonter jusqu'à présent. Vous voyez l'autre façon, l'autre regard que vous pouvez porter sur vos blessures. Voilà. Donc, pour conclure, quand même, voilà, vous êtes dans cette situation, euh, vous êtes enceinte, vous démarrez un congé maternité, vous finissez un congé maternité, vous reprenez le travail, vous vous faites quelque part, oui, harceler, mise au placard, etc. Poussé vers la porte et puis voilà avec une rupture de contrat et bien votre travail à ce moment-là ça va être déjà de retrouver le calme et la paix. Le plus important, c'est aussi c'est votre bébé, hein, de toute façon. C'est l'amour que vous avez pour votre bébé, l'amour qu'il peut avoir pour lui. Donc, profitez de cette occasion extraordinaire de ne pas travailler à ce moment-là de votre histoire commune. Et puis, voilà, bien comprendre que cette expérience que vous êtes en train de vivre est une opportunité pour vous aimer dans votre faille, en fait. Tout simplement. Ben voilà, là je reconnais, je suis tombée dans ma faille. Ben c'est pas grave, je l'ai compris, hop là, voilà, donc je comprends ce qui s'est passé, tatati, les mécanismes, etc. Et ben ok, donc à partir du moment où je commence à prendre conscience des choses, je sais que voilà, je vais remettre de l'amour dessus, je vais faire en sorte que, et cette expérience-là, j'aurais pu à la vivre. J'en vivrai d'autres, hein, faut pas se leurrer puisqu'on est là pour ça, mais plus de cette façon-là. Voilà. J'espère que cet éclairage va vous permettre d'appréhender peut-être les choses autrement. Et puis, de toute façon, je reviendrai à moult reprises sur les blessures de l'âme, enfin sur les dites blessures de l'âme, du coup. Et puis, ben voilà, ben je vous retrouverai très bientôt pour une autre thématique. Si vous êtes dans cette situation, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo qui pourra peut-être l'aider. Et vous pouvez, toutes et tous, pourquoi pas aussi, puisqu'il peut y avoir des conjoints qui sont associés ou des papas, etc. N'hésitez pas, voilà, à me contacter si vous avez besoin d'éclairage supplémentaire ou si vous avez des questions sur cette thématique ou sur ce regard sur la blessure de l'âme. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, soit en direct par mail, soit si c'est quelque chose qui peut aider tout le monde, je referai une vidéo en m'appuyant sur votre demande. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et namasté à tous. Au revoir.